Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui les dyslipidémies, toujours dans l'enchaînement des cours du module d'endocrinologie. C'est le cours de Dr. Al-Khal. Toujours pour les gens qui sont nouveaux, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et bien sûr, un maximum de partage pour que les bénéfices atteignent le maximum des étudiants. Donc, comme introduction, donc un autre terme toujours, donc une dyslipidémie, toujours on commencera par les introductions et les notions de base. Donc, c'est une anomalie des lipides sanguines sans précision. Cette dyslipidémie, elle contient tous les anomalies, y compris la baisse isolée du HDL, cholestérol. Donc, donc, vous savez tous que le HDL, c'est du bon cholestérol. Donc, si vous avez une baisse de taux d'HDL, c'est une dyslipidémie. Donc, cette dernière HDL seule, elle n'est pas incluse dans d'autres termes, mais dans la dyslipidémie, je répète, un taux bas d'HDL, il est considéré comme une dyslipidémie. L'hypercholestérolémie, elle n'est utilisée que lors d'augmentation de cholestérol seul. Donc, si vous avez un trouble des lipides sans précision, vous allez associer le terme, le patient il a un diagnostic ou bien il est en train de souffrir de dyslipidémie. Si vous avez un taux de cholestérol seul élevé, là vous allez parler d'hypercholestérolémie. Mais si vous avez taux de cholestérol, taux de triglycérides en perturbation, ça c'est toujours une dyslipidémie. On parlera d'une dyslipidémie mixte s'il s'agit d'une augmentation de cholestérol et des triglycérides. On parlera d'hypertriglycéridémie s'il s'agit d'une augmentation des triglycérides. Et à noter, le taux de ces dernières, de triglycérides, c'est 1,5. Le taux de cholestérol total, c'est 2 grammes par litre, toujours. On va aborder ça avec détail dans les plaques suivantes. Donc, comme définition, toute perturbation des bilans lipidiens, c'est une dyslipidémie. Quel que soit HDL seul, quel que soit mixte, cholestérol et triglycérides, donc les deux ils sont considérés comme dyslipidémie. Pour la physiopathologie, donc un petit rappel, donc là ce sont les complications que vous voyez de cette dyslipidémie, on va voir ça dans l'enchaînement de cours. Donc les lipides, ils sont constitués, donc là c'est un petit rappel biochimique, donc ça ce que vous voyez, ça c'est du cholestérol. Là, c'est toujours la structure en 3D de ce dernier. Et là, ce que vous voyez, donc 3 chaînes, donc ça, cette dernière, c'est du triglycérides. Donc ça vous fait rappel aux bases de la biochimie. J'espère que vous vous souvenez de votre biochimie. Donc là, on passera à la physiopathologie. Donc ça, c'est à noter. Donc il s'agit des informations qui sont à retenir. Donc les lipides, ils sont constitués de 2 fractions. Une fraction lipidique proprement dite et une fraction protéique. C'est pour cela qu'on associe le terme lipoprotéine. Chaque lipoprotéine, elle est formée, ça c'est à retenir, souvent posé comme thème d'examen, un noyau central, ce qui est illustré là en jaune, un noyau central qui est formé de cholestérol estérifié et des triglycérides. Je répète, noyau central formé de cholestérol estérifié et des triglycérides. Et une couronne, ce que vous voyez en périphérie, donc en bleu et en orange. Donc c'est une couronne périphérique, elle est formée par du phospholipide, du cholestérol et de apolipoprotéines. Je répète, le noyau central il est formé par du cholestérol estérifié. C'est à noter, je vous invite à prendre en note toujours en association avec des triglycérides. Par contre, la couronne, j'insiste sur une notion de base, c'est notre méthode de travail toujours. La couronne périphérique, c'est du phospholipide, c'est du cholestérol et c'est du apolipoprotéine. Il s'agit de 5 lipoprotéines concernant la classification de Fredrickson, qu'on va détailler dans juste quelques plaques. Donc, là toujours, c'est le schéma. Donc, vous voyez, ce qui est en vert, c'est du phospholipide. Ce qui est en périphérique, c'est du cholestérol, je répète, non estérifié. Ce qui est au milieu, vous voyez là, c'est en rouge, c'est du cholestérol estérifié en association, je répète, aux triglycérides. Cette forme, elle est à retenir par cœur. Donc, souvent, posé comme thème d'examen, vous êtes censé de garder par cœur la structure des lipoprotéines ou des lipides. Donc, ça c'est la structure toujours. Il s'agit de 5 types de lipoprotéines. On a premièrement les chylomicrons. Les voilà, les chylomicrons. On a le VLDL, ce qui est au milieu dans l'illustration.
On a du HDL qui est du bon cholestérol, c'est en à gauche. Et on a du LDL. Et on a aussi de l'IDL. Et voilà les 5 fractions lipidiques dans une même illustration. On a des chylomicrons, on a de VLDL, on a de l'IDL, on a de l'HDL qui est du bon cholestérol et on a de LDL qui est souvent un terme, bien souvent soumis à un trouble de dyslipidémie. Donc ces dernières, ils subissent un métabolisme qui est permanent. Les uns qui sont riches en triglycérides, ils sont retrouvés en période postprandiale. Je répète, là aussi, ce sont 2 lignes qui sont à retenir. Donc, si on vous pose la question, quand vous allez trouver ces taux dits lipoprotéines, donc qui sont riches, les premiers, ils sont riches en triglycérides. On est en train de parler de chylomicrons, de VLDL et de LDL. Ils sont retrouvés, je répète, postprandial. Par contre, les 2 restantes, l'HDL et du LDL, ils sont retrouvés, donc ils sont riches en cholestérol et ils sont retrouvés à jeun. Je répète, après que vous avez retenu la structure, vous devez retenir où vous allez retrouver ces types de lipoprotéines. Donc, premièrement, si on vous pose la question, postprandial, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les lipides qui sont riches en TG, en triglycérides, c'est les chylomicrons, c'est les VLDL et c'est les IDL. Par contre, si vous êtes en période de jeûne, donc qu'est-ce que vous allez trouver? Les lipides qui sont riches en cholestérol. Et là, il s'agit de l'HDL et de LDL. On va voir ça dans les bilans et dans le diagnostic paraclinique. Les fractions protéiques de LP, ils jouent un rôle fondamental dans sa reconnaissance et par ses récepteurs spécifiques. On a par exemple, on a le récepteur ApoA1 qui les présente tout dans les HDL. On a le récepteur ApoB qui est retrouvé surtout dans les LDL. Et concernant la classification de Fredrickson, donc là voilà par exemple le LDL qui est en à gauche, c'est l'ApoA1 pour l'HDL et c'est l'ApoB pour les LDL. Donc chacune de ces 2 a son récepteur spécifique. Le premier il est anti-hétérogène et le deuxième il est hétérogène. C'est pour cela on dit que le HDL c'est du bon cholestérol, donc c'est anti-hétérogène, ne contribue pas à la formation des athéromes, la complication qu'entraînera dans la dyslipidémie. Par contre, l'ApoB, si on vous pose la question retrouvée au niveau du LDL, il est hétérogène. Donc, ce dernier, il favorise l'accumulation du lipide et la formation de la plaque d'athérome, ce que vous avez vu dans votre anatomopathologie. Maintenant, on va passer à la classification de Fredrickson. Vous avez vu cette dernière dans votre biochimie. Donc, c'est une classification. Les voilà, l'ApoB et l'ApoA1. Je répète, l'ApoA1 anti-hétérogène. L'ApoB, il est hétérogène. HDL, c'est du bon cholestérol. LDL, c'est du mauvais cholestérol. Ça, vous avez vu en première année. Maintenant, pour la classification de Fredrickson, c'est elle qui nous permet de dire de quel type s'agit-il de cette dyslipidémie. Donc, cette classification, elle est basée sur la majorité. Quel est le taux, mais quel est le type de lipoprotéine qui est majoritaire dans cette dyslipidémie. Donc, si vous avez premièrement les chylomicrons qui sont en excès, qui sont majoritaires dans ce trouble, donc on parlera de type 1 de Fredrickson. Donc, là, le sérum, il va être lactescent. Vous êtes censé de garder l'aspect macroscopique d'abord, après l'aspect microscopique du sang. Donc, premièrement, type 1, donc c'est des chylomicrons, donc c'est un sérum qui est lactescent. Deuxièmement, de type 2A qui est souvent retrouvé, donc c'est l'augmentation du mauvais cholestérol. Donc là, vous allez noter un sérum qui est clair. Deuxièmement, on parlera de type 2B si vous avez une augmentation de lipoprotéines qui sont majoritaires dans ce trouble. Donc c'est le LDL et le VLDL. Donc on parlera de type 2B. Et là, c'est un sérum qui est opalescent. Même chose pour le type 3. Donc augmentation de l'IDL. Type 4. Donc c'est le VLDL. Vous allez noter un sérum qui est trouble. Et dernièrement, cinquièmement, vous allez trouver l'association de VLDL avec des chylomicrons
Et là, vous allez trouver un sérum qui est opalescent dans votre bilan. Donc type 1 chylomicron, 2A c'est LDL, 2B LDL avec VLDL, type 3 IDL, type 4 c'est le VLDL et dernier type 5 c'est le VLDL en association avec les chylomicrons. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Maintenant, on va aborder l'aspect clinique de cette dyslipidémie. Donc, gardez-vous en tête surtout la classification de Fridriksson avec leur sous-type. Souvent, elle est posée comme thème d'examen. Maintenant, on passera à la clinique. Donc là, vous voyez, donc le type 2A, c'est c'est un hypercholestérolémie essentiel. Donc, c'est le LDL qui est augmenté. C'est pour cela qu'on avait un liquide, bien un sérum d'aspect qui est clair. Le type 2B et le type 3, donc c'est l'association des deux. Donc c'est une hyperlipidémie mixte. Et le reste, type 1, type 4, type 5, c'est une hypertriglycéridémie majeure. C'est pour cela qu'on a vu un liquide qui a été trouble. C'est les triglycérides qui vont donner l'aspect trouble à ce liquide, opalescent. Et c'est les lipides qui vont être clairs. Donc surtout le type 2A, vous allez le retrouver toujours dans votre interprétation de bilan de dyslipidémie. Donc ça dit, on passera maintenant à la clinique. Notez-vous bien que 99% des patients souffrant de dyslipidique sont totalement asymptomatiques. Le diagnostic, il est fait de façon fortuite lors d'un bilan. Donc plusieurs patients ne savent pas même qu'ils ont cette dyslipidémie, qu'ils sont susceptibles d'avoir développé facteurs de risque cardiovasculaire. C'est notre intérêt de la question aujourd'hui. Donc à l'interrogatoire, vous allez rechercher après que vous allez trouver ce bilan de façon fortuite. Vous allez rechercher les antécédents familiaux de dyslipidémie, de maladies surtout cardiovasculaires. Le risque là, il est élevé. Vous allez voir pourquoi. Et la notion d'obésité comme antécédents familiaux. Dans votre examen clinique, qu'est-ce que vous allez rechercher? Des dépôts extravasculaires. Ça témoigne de l'hyperlipidémie. Donc là, voilà, c'est un cholestérol total dans le bilan. HDL, LDL, triglycérides. Lors d'un bilan qui se fait de façon systémique, chez un patient asymptomatique, vous allez trouver ce trouble, cette perturbation de ce bilan. Maintenant, dans votre examen clinique, qu'est-ce que vous allez rechercher? Là, voilà ce que vous voyez. C'est la xantélasma et les arcs cornéens. Donc, je répète, dans votre examen clinique, vous allez rechercher des dépôts extravasculaires de lipides. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des xantélasmas et des arcs cornéens au niveau de la cornée. Ou bien les xanthomes tendineux et les xanthomes éruptifs. Les voilà, donc là, c'est un xanthome cornéen au niveau de la cornée. Vous voyez l'aspect blanchâtre au niveau de pourtour de la cornée. Ça, c'est des dépôts extracellulaires de cholestérol ou bien de lipides. Ça témoigne d'une dyslipidémie. Là, ce que vous voyez au niveau cutané, c'est la xantélasma. Faites attention, vous êtes censé de les garder. C'est ces aspects cliniques. Et là, ce que vous voyez, donc, c'est un xanthome tendineux au niveau des tendons. Et vous pouvez même avoir un xanthome éruptif. Mais heureusement, c'est rare, c'est juste 1% des cas. Donc, après que vous allez découvrir votre dyslipidémie, recherchez les antécédents familiaux, maladies cardiovasculaires, surtout l'obésité. L'examen clinique, vous allez rechercher, j'espère que vous allez noter xantélasma, les arcs cornéens, le xanthome tendineux, le xanthome éruptif. Et pour le bilan, donc après 12 heures à jeun, vous allez refaire votre bilan là à distance de toute affection aiguë, virose, IDM, voire chirurgie, donc pour bien détailler cette dyslipidémie. Le voilà toujours, c'est le xantélasma, puis c'est les xanthomes tendineux. Là toujours c'est un xanthome tendineux, et ce que vous voyez là, se représente 1% des cas, c'est un xanthome qui est éruptif. Donc on récapitule, donc on répète, la symptomatologie, vous devez la garder par cœur. Donc là c'est la xantélasma, ça c'est un arc cornéen, ça c'est un xanthome tendineux, faites attention. Et ce que vous voyez, qui est rare heureusement, donc c'est un xanthome éruptif, il représente 1% des cas. Donc après ça, vous allez faire votre bilan, 12 heures de jeûne, donc ça souvent posé comme thème d'examen, donc 12 heures de jeûne, ils sont nécessaires pour que les bilans ne soient pas perturbés. Et bien sûr, d'autres conditions, c'est à distance de d'autres affections aiguës, de virose,
d'IDM, de chirurgie pour que le bilan doit être objectif. Donc, on arrêtera là dans l'aspect clinique de cette dyslipidémie. On va continuer prochainement. On va voir l'interprétation biologique de ces troubles-là avec les taux que vous êtes censé de les garder par cœur. Donc, toujours, je vous encourage dans vos préparations. Un maximum de partage comme d'habitude. Merci pour votre attention et à la prochaine.